Bonjour à tous de Paris et plus exactement de Rideau, qui est dans le quartier de Montparnasse, que je crois tous les amoureux de Paris connaissent. C'est un quartier un peu mythique, le quartier des avant-gardes du début du XXe siècle. On n'est pas très loin du cimetière de Montparnasse, où sont enterrés Sartre et Suzanne Sontag. Et ce soir, j'ai le plaisir, dans le cycle que nous avons organisé avec Columbia Global Center, sur l'Europe et les États-Unis. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Peeters. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Peeters est écrivain, philosophe. Il est un grand spécialiste de la bande dessinée. Il a écrit il y a déjà plusieurs années une biographie de référence d'Hergé. Mais s'il est invité ce soir, c'est plus exactement parce qu'il a signé ces dernières années deux biographies passionnantes. L'une sur Jacques Derrida, qui s'appelle Jacques Derrida tout simplement, et qui est une biographie intellectuelle de Jacques Derrida, qui a été d'ailleurs traduite en américain chez Politipress. Et puis une autre biographie sortie en 2014 sur Paul Valéry, Tenter de vivre. Et si ce soir, Benoît Peeters, le biographe de Valéry et Derrida, est invité, c'est que ce sont deux penseurs, deux philosophes qui ont tenté aux deux extrémités du XXe siècle de penser l'Europe et de penser l'Europe avec ou sans les États-Unis. Et au fond, c'est peut-être ma première question, c'est comment situer ces deux penseurs par rapport à la question de l'Europe. Alors, démarrons par des questions de date. Paul Valéry naît en 1871 et meurt en 1945. Il est donc entre trois guerres. La première guerre de 1870, juste avant la Commune de Paris, qui voit l'écroulement du Second Empire, et il meurt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jacques Derrida, lui, naît en 1930 à Alger, donc dans ce qui est alors une colonie de la France, et meurt à Paris en 2004. Donc on est vraiment dans deux générations très différentes et forcément deux rapports aux États-Unis très différents. Prenons un simple exemple. Pour Paul Valéry, l'Amérique, c'est quelque chose de mythique. Il n'y a jamais voyagé. Il y a eu un vague projet de voyage, mais la Seconde Guerre mondiale s'approchant, c'était impossible. Donc c'est une Amérique qu'il connaît par les livres, par quelques Américains qu'il a rencontrés à Paris. Pour Derrida, bien sûr, l'Amérique, c'est une terre essentielle, puisque c'est là, bien plus qu'en France, que son succès va se faire. Donc on va avoir dans un cas quelqu'un qui pense à partir de l'Europe et qui imagine et projette ses visions peut-être à partir de lectures de Tocqueville et de quelques autres, dans le cas de Valéry. Et par contre, dans le cas de Derrida, c'est quelqu'un qui très tôt a une expérience de l'Amérique, puisqu'à la fin de ses études normales supérieures, il va passer un an à Harvard, et qui ensuite connaîtra une gloire considérable sur la côte Est d'abord, puis sur la côte Ouest, sera un familier de New York, un familier de Los Angeles, reviendra à New York juste après le 11 septembre, etc. Donc voilà, deux connaissances d'abord très très différentes, et pourtant deux personnalités très fortement européennes, autour d'une idée commune peut-être, qui est la Méditerranée. Oui, c'est ce Ils que sont j'allais des vous deux dire. côtés de la Méditerranée. Paul Valéry est né à Sète. Voilà, Paul Valéry naît à Sète, c'est-à-dire juste à côté de Montpellier, donc on est à l'extrême sud de la France, et Derrida naît à Alger. Alors bien sûr, il naît dans ce qu'on appelle alors la France, mais qu'il considère d'emblée comme un autre pays. Intuitivement, il dit, et même inconsciemment, comme enfant et comme adolescent, il sait bien que l'Algérie, ça n'est pas vraiment la France, même si administrativement et officiellement, il a cette expérience de l'autre rive de la Méditerranée, et quand il tentera de penser l'Europe, très souvent, il pensera une Europe qui finalement se rapproche de celle du monde antique, qui n'oubliera pas la Grèce, qui n'oubliera pas l'autre rive de la Méditerranée,
pourrait dire qu'il n'oubliera pas Carthage, enfin voilà, qu'il C'est n'oubliera lui pas qui... ce monde bien avant que Georges Duby écrive le grand livre sur la Méditerranée. Il va y avoir, chez Valéry, comme chez Derrida, il va y avoir cette pensée d'une Europe qui n'oublie pas que la Méditerranée ne peut pas être coupée en deux, d'une certaine façon. Paul Valéry dit et définit en quelque sorte l'Europe par trois références. La science grecque, qui est l'universel, l'héritage romain, qui est le droit, et le christianisme, qui est la personne. C'est ces trois piliers, au fond, qui, pour lui, définissent une Europe. Alors, il a beaucoup pensé l'Europe à plusieurs reprises, notamment parce qu'il a créé et dirigé le Centre universitaire méditerranéen. À Nice. C'est une institution qui est créée à Nice et qui, justement, vise à rassembler des pays séparés par les entités politiques. C'est aussi assez intéressant parce que parfois on accuse Paul Valéry, qui est quand même un homme de son temps, de ne pas avoir été très vigilant par rapport au colonialisme. Mais dans cette pensée de la Méditerranée, c'est-à-dire de l'émancipation quand même des peuples, je crois qu'il y a vraiment un respect, non pas, n'essayons pas de faire de lui un anticolonialiste, ça serait faux, mais par contre quelqu'un qui sait que les colonies n'auront qu'un temps et qu'on va vers autre chose, et aussi qu'il n'y a pas de pensée de la civilisation européenne en éliminant de grands héritages des différents peuples qui l'ont composé. Et je crois qu'effectivement, cette triple définition de l'Europe qu'il donne de l'héritage européen, elle est très forte parce qu'elle évite d'avoir une vision strictement chrétienne de l'Europe. Vous savez, il y a souvent des débats sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et au fond, avec la pensée de Paul Valéry, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouvera tout à fait chez Derrida, qui parlera souvent de pensée juive et pensée grecque indissociablement mêlées. On a le refus d'une sorte de christianocentrisme. On dit, bien sûr, il y a un héritage chrétien, mais à côté de l'héritage juif, de l'héritage grec, de l'héritage romain. Et ça, c'est vraiment, je pense, fondamental, parce que c'est une façon, pour prendre un terme anachronique à propos de Valéry, c'est une façon déjà de déconstruire un certain christianocentrisme. Alors, il le pense aussi, on viendra évidemment à la comparaison Paul Valéry-Jacques Derrida, mais il pense notamment à travers la crise de l'esprit, qui sont ces lettres sur l'Europe qui sont publiées en 19, c'est pratiquement il y a 100 ans. D'abord en Grande-Bretagne, puis en France. Puis en France. Il y a exactement 100 ans en France, en 1920, mais c'était en 1919 qu'elles sont parues en Angleterre, et c'est une revue anglaise qui les avait commandées à Paul Valéry. Ce sont des textes extrêmement importants et qui résonnent avec force. Je crois que si nos auditeurs lisent quelque chose de Valéry, lire les lettres sur la crise de l'esprit, c'est vraiment la première chose s'agissant de Valéry. Sur des textes dont le début est extrêmement célèbre. Hein. Nous, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ils sont au fronton du Trocadéro encore. Oui, et c'est surtout des textes qui pensent ce qui a été un choc fondamental pour l'Europe, mais pour Valéry en particulier, la Première Guerre mondiale. En effet, dans sa jeunesse, Paul Valéry est assez nationaliste. Il se pense fortement français, il redoute le pouvoir de l'Allemagne, il avertit du péril allemand très jeune, très tôt, et on peut dire que politiquement, il est plutôt un nationaliste et plutôt marqué à droite. Mais il suit extrêmement attentivement la Première Guerre mondiale, même s'il est trop âgé pour être mobilisé, et là, il bascule. Et il va avoir cette phrase remarquable, parmi de nombreuses formules remarquables de Paul Valéry, qui est « Lorsqu'on considère l'histoire, la somme des victoires et des défaites est nulle, la somme des monuments aux morts ne l'est pas. » Et donc, il va y avoir profondément l'idée, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il ne faut pas croire que tout le monde était là-dessus, parce que beaucoup de gens étaient revanchards, c'est-à-dire pensaient à faire payer l'Allemagne, à faire souffrir l'Allemagne, à démolir l'Autriche-Hongrie, à casser ceux qui avaient été les ennemis, à humilier ces pays. Chez Valéry, il y a d'abord l'humiliation ne mènera nulle part, et il avait infiniment raison, et d'autre part, que si on ne profite pas de la fin de la guerre pour construire véritablement l'Europe, on retombera dans le même péril. Et hélas, à la fin des années 30, il verra que la politique de l'esprit à laquelle il appelait dans plusieurs textes, politique de l'esprit qui dépasse l'idée de nation, hélas, est vaincue
et il verra la barbarie s'installer une nouvelle fois. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti d'une évidence de l'Europe, c'est quelqu'un qui a enregistré le choc extraordinairement brutal de la Première Guerre mondiale, qui y a vu bien plus qu'une affaire militaire et un nombre de morts, il y a vu l'effondrement potentiel de toute une civilisation. Et à partir de là, il change et il va œuvrer d'ailleurs très concrètement la gloire venue, puisque Valéry ne devient célèbre qu'à partir de 1920, à l'âge de 50 ans à peu près. À ce moment-là, la gloire venue, il va être un artisan d'une construction européenne, qui n'est pas la construction institutionnelle européenne, mais qui est une construction spirituelle, on peut dire, de l'Europe. Il va être un des premiers à voyager en Allemagne et en Autriche. À une époque où la droite française le critiquera. On ne va pas parler aux Allemands. Lui dit il faut le faire. Il va se lier d'amitié avec Einstein. C'est lui qui est à l'origine du dialogue Freud-Einstein? Non, ce n'est pas lui qui est à l'origine, mais lui a dialogué très fortement avec Einstein à plusieurs reprises. Je crois que ils ont eu des textes qui ont paru dans la même collection. C'est le même esprit de rencontre, mais par rapport à Einstein, dès 1933, au moment où Einstein quitte l'Allemagne, Paul Valéry essaye que la France l'accueille officiellement, qu'on lui ouvre un laboratoire, qu'on l'accueille au Collège de France, et il verra avec un petit peu de tristesse, finalement, Einstein partir aux États-Unis. Mais c'est très important parce que par rapport à sa jeunesse où il n'avait pas été du bon côté pendant l'affaire Dreyfus, là, on le voit réagir instantanément, comme très peu d'intellectuels français l'ont fait, au moment de l'arrivée du nazisme, et affirmer une solidarité amicale et intellectuelle avec Einstein, qu'il admire profondément, et il dira dans une très belle lettre de 1933 qu'un homme comme vous soit condamné à l'exil par ce régime suffirait à juger l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc c'est une attitude extrêmement intransigeante qui se continuera d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale par l'éloge qu'il prononce de Bergson, à la mort de Bergson, philosophe juif converti au christianisme, et la France de Vichy à l'époque ne sait que faire de Bergson, philosophe immensément célèbre, mais Pétain et son gouvernement ne veulent pas rendre hommage à ce juif, et à l'Académie française, Valéry prononce un extrêmement bel éloge de Bergson, voyant en lui la dernière figure peut-être de l'esprit européen. Alors, il pense l'esprit européen, mais il conserve dans sa pensée une place pour l'Amérique qui est en quelque sorte la projection de l'esprit européen au-delà de l'Atlantique. Tout à fait. Alors, j'ai apporté un volume des œuvres de Paul Valéry dans la Pléiade, et effectivement, il y a ce texte qui fait partie d'un recueil assez politique de Valéry, admiré notamment par Jean Moulin, la grande figure de la Résistance, qui trouvait ce livre Regard sur le monde actuel tout à fait extraordinaire. Et là, il y a ce texte, l'Amérique, projection de l'esprit européen, ce qui pourrait nous sembler un peu curieux aujourd'hui. On aurait parfois tendance à penser l'Europe, projection de l'esprit américain, mais c'est intéressant évidemment de voir ce regard qui est un regard assez positif. Vous allez voir, j'en lis quelques lignes. Toutes les fois que ma pensée se fait trop noire et que je désespère de l'Europe, je ne retrouve quelque espoir qu'en pensant au nouveau continent. L'Europe a envoyé dans les deux Amériques ses messages, les créations communicables de son esprit, ce qu'elle a découvert de plus positif et en somme ce qui était le moins altérable par le transport et par l'éloignement des conditions générales. C'est une véritable sélection naturelle qui s'est opérée et qui a extrait de l'esprit européen ces produits de valeur universelle, tandis que ce qu'il contient de trop conventionnel ou de trop historique demeurait dans le vieux monde. Donc là, on a une vision extrêmement encourageante qui serait celle d'une Europe non pas territoriale, mais spirituelle. C'est-à-dire un héritage, cet héritage que vous décriviez tout à l'heure, cet héritage de la pensée grecque, du droit romain, de la pensée juive, du christianisme, mais aussi des cathédrales, des grands peintres, des grands philosophes, se serait transmis, mais finalement en se libérant peut-être de ses racines, en ne gardant que la substantifique moelle. Et donc, c'est une vision assez intéressante dans un moment où beaucoup d'esprits en Europe se méfient de l'Amérique. Il faut se souvenir que dans les années 20, dans les années 30, il y a, surtout dans la droite française, un anti-américanisme assez violent. Si on lit, par exemple, Les scènes de la vie future de Georges Duhamel, qui est un livre qui a eu un très, très grand succès, on décrit vraiment
l'Amérique comme l'écroulement de la civilisation, comme la barbarie. Au fond, on décrit une Amérique trumpiste. Et pour Valéry, au contraire, c'est une Amérique qui est celle des pères fondateurs, qui est celle de l'inventeur d'un nouveau modèle démocratique, et qui est une Amérique, il le dit dans la suite du texte, qui va dialoguer avec les peuples d'origine. C'est-à-dire qu'il pense que ce qui naîtra de meilleur va naître du métissage. Alors, il ne parle pas directement de la condition noire ou du sort réservé aux Indiens, mais il y a l'idée qu'il y a une greffe, que toute création artistique ou intellectuelle s'est faite par greffe. Donc, vous voyez, sur ces plans-là, on voit une pensée extrêmement nuancée de la part de quelqu'un qui a une vision, évidemment, quelque peu abstraite. Valéry n'allait pas au cinéma, il a dû voir quelques livres de photos, mais je pense qu'il connaissait de l'Amérique quelques grands paysages et quelques photos de grandes villes, mais qui n'avait pas du tout, évidemment, une perception concrète du territoire américain et de ses populations, de la diversité de ses populations. C'est une Amérique un peu rêvée, mais rêvée généreusement. Et il y a à ce moment-là l'idée que, et ça je trouve que c'est une idée très belle, que l'Europe, ce n'est pas simplement une géographie. Que l'Europe, c'est finalement le meilleur d'une pensée. Voilà. Et d'ailleurs, dans le texte que je citais tout à l'heure, la lettre de la crise de l'esprit, il dit qu'est-ce au fond que l'Europe? C'est un cap minuscule. Donc, il sait très bien que l'Europe est le bout du continent asiatique. Et en quelque sorte, par sa superficie, elle a quelque chose de dérisoire. Et il se doute bien que d'autres puissances, que d'autres empires vont passer au-dessus de l'Europe, mais que peut-être il reste à conserver quelque chose. Alors, ça peut se mêler évidemment de l'esprit 19e, qui est celui qui a innervé le colonialisme, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la construction, la sédimentation de valeurs. Et ça, c'est un thème qu'on retrouvera chez Derrida très fortement. Et le texte précisément auquel on fait référence, la lettre à la crise de l'esprit, c'est un texte assez, au fond, assez pessimiste. C'est un texte noir où l'Amérique fait figure finalement d'arche de Noé. C'est le seul vaisseau dans lequel l'esprit européen peut être préservé et peut continuer sa route d'une certaine manière. Tout à fait. Valéry est fondamentalement un pessimiste, mais c'est en même temps un pessimiste actif et donc qui ne renonce pas à l'action. Il va se battre, il sera, par exemple, malgré ses critiques sur l'idée même de la Société des Nations, il y sera actif dans la commission de coopération intellectuelle, rencontrant des savants, des penseurs, des écrivains, des artistes de plusieurs autres pays. Mais il y a un pessimisme de fond qui est lié à la période dans laquelle il a vécu. Comme je le disais au début, il commence sa vie, son enfance, sur une France affaiblie, humiliée, défaite, qui a perdu une partie de son territoire. Au milieu de sa vie, il y a la guerre de 14 qui est un choc immense, et à la fin de sa vie, il voit arriver la Seconde Guerre mondiale et les désastres, et lui, qui pensait à une politique de l'esprit, de l'intelligence, qui misait sur l'idée que l'Europe qui se construirait serait d'abord une Europe spirituelle, culturelle, et pas avec l'économie comme premier fondement, va voir arriver l'horreur, et l'horreur de la barbarie nazie, l'horreur d'Auschwitz, puis l'horreur d'Hiroshima. Ce sont des événements qui sont d'une certaine façon impensables pour Valéry. C'est la génération de Derrida qui sera capable de tenter de penser, de se débrouiller avec la double tragédie d'Auschwitz et Hiroshima. Et je dis volontairement les deux parce que je crois que souvent, dans le monde de la culture, dans le monde de la poésie, on a dit, comme Adorno, peut-on encore écrire de la poésie après Auschwitz? Mais je pense que peut-on encore penser et croire en l'esprit qui est à la fois littéraire, philosophique et scientifique, après Auschwitz et Hiroshima? C'est penser deux formes de barbarie, l'une qui est une sorte de barbarie archétypale, qui remonte des pulsions les plus anciennes, qui est l'exacerbation du nationalisme, de la haine, et l'autre qui serait une barbarie moderne, qui a dévoyé la science, qui a dévoyé notre croyance dans le progrès. Et ça, c'est très important. Et chez Derrida, il y aura toujours la volonté de rappeler cette double dimension. Avant justement de passer à Derrida, qui n'arrive pas dans le débat pour rien, parce qu'en réalité, c'est un lecteur de Valéry, et en particulier d'un texte
qui est la crise de l'esprit. Est-ce qu'on peut synthétiser la position de Valéry autour de l'Europe et des États-Unis, autour d'un parcours qui est un parcours de la désillusion? Au fond, en 19, avec ce texte sur la crise de l'esprit, c'est plus jamais ça. Et en 38, lorsqu'il reparle de l'Europe et qu'il a pris conscience que le nazisme était en train de prendre l'Europe, de faire une certaine lecture de l'Europe, c'était l'idée que, comment dirais-je, on passait de plus jamais ça à quelque chose qui était de... Alors, j'ai perdu mon idée, mais ça me reviendra. Je vois à peu près où vous voulez en venir. Il y a effectivement une terrible déception valérienne, mais cette déception... Un désenchantement, tout à fait. Mais cette déception, ce désenchantement viennent aussi du fait qu'il a pensé à un moment qu'il aurait pu avoir un rôle. C'est-à-dire que il avait une influence intellectuelle très forte. Sur la Société des Nations. Oui, il représente véritablement l'intellectuel français et peut-être même l'intellectuel européen dans les années 30. Et il avait rêvé d'une société des esprits, d'ailleurs. Oui, il a l'idée très concrète dans différents dialogues de fonder une forme d'Union européenne. Pas tout seul, bien sûr, mais de la penser, de penser le cadre. Et d'ailleurs, un des fondateurs historiques de l'Europe, Jean Monnet, se référera très souvent à Paul Valéry. Et cette action-là, il n'est pas parvenu à l'avoir. C'est-à-dire que même s'il était proche de certains hommes d'État, c'est resté au niveau de la conversation. Et ça sera, il le dit dans ses cahiers à la fin de sa vie et dans quelques lettres, c'est un des regrets amers de ma vie, que de ne pas avoir pu peser sur les événements. Donc on a parfois, avec les cahiers qui ont occupé Valéry toute sa vie, entre 5h et 8h du matin, qu'il écrit seul, etc., on a parfois l'idée d'une sorte de penseur solitaire, reclus dans sa tour d'ivoire, comme on disait. Pas du tout. Au fond, chez Valéry, il y a une nostalgie de l'action. Et puis, il va rencontrer De Gaulle tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle sait que son comportement a été plus que correct pendant la guerre. Et De Gaulle, au fond, serait prêt à lui confier une mission. Mais Valéry est déjà malade, usé, affecté par un chagrin d'amour dans lequel il se consume pendant ces dernières années, et il est trop tard. C'est-à-dire que le moment où il rencontre l'homme d'État qui est un intellectuel, et De Gaulle, qui a été nourri de la lecture de Paul Valéry dans les années 20 et 30, cette rencontre finalement ne peut pas aboutir, il est trop tard. La seule conséquence qu'il y aura, c'est les funérailles nationales voulues par le général de Gaulle en 1945 à la mort de Paul Valéry. Et pourquoi prend-il Valéry? Parce que justement, pour se guérir de cette France malade et largement collaborationniste, plus collaborationniste que résistante, la figure de Valéry est une figure qui peut être à la fois rassembleuse et élevée. Et donc là, il va y avoir quelque chose, une gloire immense dont on n'a plus idée aujourd'hui, parce que c'est vrai que Valéry n'est pas aussi lu qu'il devrait l'être, que Valéry penseur n'est pas aussi lu qu'il pourrait l'être, parce qu'il n'est pas vraiment intégré au corpus de la philosophie. Et pourtant, certains disent, le poète Michel de Guy, par exemple, disait Valéry est notre Wittgenstein. Quand il disait notre, c'est nous, langue française, quoi. C'est notre Wittgenstein. Mais il n'a pas été lu comme ça. Il est resté finalement lu par la plupart comme un littérateur, sauf aujourd'hui, un penseur comme Sloterdijk y accorde beaucoup d'importance. Régis Debray s'intéresse beaucoup à sa pensée politique, etc. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une lecture d'un Valéry qui ne serait pas simplement philologique ou littéraire ou poétique, mais qui serait celle d'un Valéry utile. Il n'est d'ailleurs pas utile uniquement sur le terrain historique et politique, mais par exemple aussi dans sa pensée de la médecine ou de la biologie, sur lesquels il a écrit des textes tout à fait remarquables et captivants. Mais au fond, Valéry, oserais-je dire, est resté un peu prisonnier des littéraires, et n'a pas été assez pris au sérieux comme grand penseur, aussi parce que les cahiers sont une œuvre immense. C'est un penseur des variétés, sans faire de jeu de mots. Oui, et l'œuvre est tellement immense et tellement diverse que pour l'aborder, il faut des compétences très diverses et une vraie curiosité. Alors, je voudrais tourner la page et aller résolument à la fin du siècle, donc, parce qu'autour, au fond, du texte de relecture de Valéry,
que publie Jacques Derrida dans les années 80. C'est en 91 qu'est prononcé 91. ce texte à un colloque à Turin. Voilà, qui s'appelle L'autre cap et qui reprend au fond la double détermination de Valéry. L'Europe, soit est de la géographie, c'est un cap, soit c'est de l'esprit et c'est un cerveau. Et c'est un cerveau qu'il faut préserver. Alors, quelle est la position de Derrida et comment Derrida relie ce texte pourquoi d'abord il relie Valéry à ce moment-là? On est juste après la chute du mur. Voilà. Alors, comme vous le savez, beaucoup de textes de Derrida sont des réponses. C'est-à-dire que Derrida ne choisit pas un sujet, on lui propose un thème, et si ce thème l'interpelle, il réagit. Et souvent, il a réagi à la situation et à l'énoncé. Donc, c'est un colloque européen qui se tient à Turin, avec des intellectuels venus de plusieurs pays, et dont le thème est l'identité culturelle européenne. Et Derrida va s'employer à déconstruire ces trois mots. Il n'y a pas d'identité, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas européenne. Enfin, je schématise un peu, mais grosso modo, c'est de là qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il dira que si c'est une culture, alors ce n'est pas de l'identité. Car l'identité, c'est la culture, c'est précisément ce qui dépasse l'identité, par exemple la nation. Et que si l'Europe veut se penser comme une méga-nation ou une méta-nation, une supranation, elle retombe au fond dans toutes les fautes du nationalisme. Et il va relire à ce propos-là des textes de Heidegger un peu, mais surtout de Valéry et de Husserl. Et des penseurs de la même époque, finalement, des années 20 essentiellement, donc de l'Europe d'après la Première Guerre mondiale, et essayer de voir ce qu'il y a en eux de daté et d'eurocentré, et évidemment Derrida n'est pas du tout du côté de l'eurocentrisme, et en même temps ce qu'on peut y reprendre. Et il se demandera notamment si on est capable de penser l'Europe autrement que par son autre. Est-on capable de ne pas penser une Europe qui exclut? Vous voyez, parce que sinon on arrive toujours à la question de la frontière. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple qui a été longtemps débattu, est-ce que la Turquie peut faire partie de l'Europe, oui ou non? Est-ce que la Russie pourrait faire partie de l'Europe? Est-ce que le Maroc pourrait faire partie de l'Europe? Enfin, on connaît ces questions, c'est-à-dire l'extension. Or, évidemment, une définition de l'Europe qui se ferait d'abord par l'exclusion de ce qu'elle n'est pas, c'est tout à fait intolérable aux yeux de Valéry, de Derrida. Et donc, relisant Valéry va s'intéresser à ça et effectivement à ce qui peut-être dans la pensée de Valéry va au-delà et pense une Europe, comme vous le disiez, non géographique. Mais en même temps, penser le cap, c'est penser la capitale, ce qui est capitale, mais c'est aussi penser caput, capitis, la tête. Et est-ce que l'Europe peut encore raisonnablement se penser comme la tête et le cerveau du monde, ou est-ce que cette prétention est devenue irrecevable? C'est un texte extrêmement nuancé et qui prépare une sorte de transition dans l'œuvre de Derrida. Je pense que c'est un texte très important parce qu'on va au fond avoir jusqu'en 90 un Derrida essentiellement philosophique, très concentré sur la déconstruction de la métaphysique et finalement ne proposant qu'incidemment, je parle trop vite et trop sommairement et les spécialistes de Derrida seraient critiques, mais il faut parfois simplifier un petit peu, qui ne pense que secondairement les questions éthiques, politiques et religieuses. Or, le second Derrida, celui qui arrive après les affaires difficiles autour de Heidegger et Paul de Man, celui qui arrive après la chute du mur de Berlin, est un Derrida qui va donner un séminaire à l'École des hautes études à Paris qui s'appelle « Questions de responsabilité ». Et les questions de responsabilité vont revenir sur toute une série de thèmes éthiques, politiques, religieux, et penser des dimensions plus directes, plus contemporaines. Et d'ailleurs, les exemples qu'il utilise dans son séminaire, ça pourrait être Mandela, ça pourrait être l'affaire Clinton, etc., mêlés à des textes philosophiques. Les grands thèmes qu'il va aborder dans ces dernières années sont des thèmes comme la peine de mort, l'hospitalité, le pardon, etc. Le témoignage, donc des thèmes quand même très ancrés dans le réel. Et je dirais que c'est à peu près au moment de l'autre cap qu'il va y avoir cette forme d'inflexion, ne parlons pas de basculement, d'inflexion avec un intérêt pour des thèmes moins strictement
philosophique. C'est le moment où il va prononcer sa grande conférence sur Marx, Spectre de Oui, Marx, Spectre de qui est Mars. aussi une réponse dans un colloque, d'ailleurs un colloque qui s'appelait Whether Marxism, qui a lieu aux États-Unis. Cette conférence fleuve va donner à la pensée de Derrida une inflexion forte, puisqu'au moment où on veut balayer partout Marx, et le jeter aux orties du stalinisme et de ce qu'ont représenté les régimes de l'Est, Derrida dit « mais Marx peut revenir, mais pas en tant que tel, il peut revenir en tant que spectre, que revenant, qu'esprit ». Et il va y avoir dans ce texte cette magnifique mise en rapport de Hamlet et de Marx, la passion de Marx pour Hamlet. Or, Hamlet, il est aussi chez Paul Valéry, il est là à Elseneur dans la crise de l'esprit. Donc, vous voyez que l'esprit qui revient là est déjà un esprit marqué par le deuil. Et l'esprit du revenant. Et puis, il va y avoir, évidemment, au fil des années, par le nombre d'amis américains de Derrida et par sa connaissance de la scène américaine, il va y avoir une ambivalence de plus en plus grande, une double identité européenne et américaine qu'il témoignera notamment au moment du 11 septembre, dans toutes les réflexions qu'il va faire, puis dans les réflexions dans un livre comme Voyou, sur un certain expansionnisme américain dans les années de George W. Bush, et une sorte de remontée de l'Europe à ce moment-là. Et tout à la fin de sa vie, dans un esprit qui n'est pas étranger, ni matériellement ni conceptuellement, au fameux discours de Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU au moment de la guerre d'Irak, il va y avoir l'idée, c'est un vieil Européen qui vous parle. Et cette Europe a quelque chose à vous dire. Et cette Europe n'est pas que celle du colonialisme, elle n'est pas que celle de l'eurocentrisme, elle peut être porteur de valeurs de diversité, de complexité, de multilatéralisme. Ce sont au fond les idées que le Derrida des dernières années va énormément privilégier, et véritablement jusqu'à sa mort, il se rapprochera du grand penseur allemand Habermas, avec lequel il avait été en conflit philosophique pendant plusieurs années, et au nom de l'Europe, de ce qu'il appellera la vieille neuve Europe, c'est-à-dire une Europe qui puisse véritablement dans ses racines les plus profondes, mais qui en même temps se prolonge dans autre chose et essaie peut-être de passer au-dessus de ce qu'elle a pu avoir d'arrogant, cette vieille neuve Europe qui serait un contrepoids à un hégémonisme, qu'il soit américain ou asiatique. C'est l'entretien qu'ils vont publier sous le titre « Le concept du 11 septembre ». Il y a le concept du 11 septembre, mais jusqu'en 2004, c'est-à-dire jusqu'à quelques mois de la mort de Derrida, il y aura des appels, et notamment des appels pour une Europe qui soit ouverte, parce que très profondément, la question des sans-papiers va obséder Derrida, et bon, c'est évidemment comme une prémonition de la crise des migrants que nous vivons aujourd'hui, où il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'aurait été la position de Derrida. Et là, on retrouve la Méditerranée, puisqu'on sait que la Méditerranée est un des lieux de naufrage, de perdition pour les migrants. Et cette Méditerranée qui fait partie de l'histoire de Derrida, puisqu'il écrira aussi à la fin de sa vie « Moi, l'Algérien ». Il va revendiquer à la fin de sa vie son identité juive, son identité algérienne, son identité française et européenne parmi d'autres, et un autre morceau d'identité américaine, et il sera évidemment de ceux qui immédiatement se diront solidaires des États-Unis dans les attaques qui suivent, ce qui n'a pas été la position unanime des intellectuels français. On sait que certains avaient une position beaucoup plus ambiguë. On peut se souvenir de Jean Baudrillard, par exemple, qui avait une position assez ambiguë. Et Derrida dira, quelles que soient les critiques que je peux formuler par rapport aux États-Unis, il y aura toujours l'espérance de cette démocratie à venir. Là, on rejoint notre actualité, c'est-à-dire la démocratie pour Derrida se caractérise par le fait qu'elle est à venir. Elle est toujours perfectible, toujours décevante, mais toujours porteuse d'une lueur d'espoir. Et c'est par ces imperfections que la démocratie existe. Et ça, c'est une pensée fondamentale, évidemment, et la solidarité de Derrida n'est pas une solidarité qui approuve l'ensemble des choses, surtout dans les années après le 11 septembre. Bien sûr, ça les désole quelquefois, mais c'est l'idée qu'il reste toujours la possibilité que ce système se critique, s'amende, et des contrepoids et des contre-pouvoirs, comme nous sommes en train de le voir pour notre grande joie européenne aujourd'hui, et de retrouver peut-être demain, après-demain, une Amérique
soucieuse de multilatéralisme et de dialogue, y compris de dialogue conflictuel, Avec mais l'Europe. pas de dialogue brisé. Absolument. C'est ça, avec l'Europe, avec l'Asie, Oui. avec l'Afrique, mais simplement une capacité d'un pays à sortir de l'arrogance. L'arrogance a longtemps été l'apanage de l'Europe. Il serait dommage qu'elle devienne l'apanage ou des États-Unis ou de la Chine ou de n'importe quelle autre puissance. Et penser le multilatéralisme, c'est se dire qu'on n'a jamais tout à fait raison. On n'a jamais tout à fait le droit pour soi. Alors, on arrive au terme de cet entretien et c'est le moment des questions qu'on nous a apportées tout à l'heure. J'ai quelques questions de chat. La première question qui vous est posée, Benoît, c'est la question de savoir si l'Europe, pour se penser, devrait d'abord, au fond, commencer par se regarder elle-même. Est-ce que l'Europe, pour se penser, au lieu de se penser en relation, en opposition, en complément ou à l'origine de l'Amérique, est-ce qu'elle doit d'abord se penser par elle-même? Est-ce que ces deux penseurs ont aidé à cette réflexion? On ne peut pas faire parler les morts, donc on peut s'appuyer sur eux, mais répondre aussi soi-même aujourd'hui en 2020. Et je pense que l'Europe d'aujourd'hui serait pour Valéry comme pour Derrida un objet de mélancolie. Pourquoi? Parce que cette Europe qui s'est construite comme une utopie. Moi, j'ai connu enfant, mon père était fonctionnaire à l'Union européenne, qui n'avait alors que 6 pays. J'étais dans une école européenne où on apprenait l'allemand, on jouait avec les enfants italiens. On avait vraiment, à Bruxelles, où je vivais alors, ce creuset de choses. Et on voyait l'Europe comme une réponse aux guerres qu'il y avait eu, aux divisions, et on pensait que par l'éducation des enfants, il se passerait quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons une Europe extrêmement élargie institutionnellement. Il est d'ailleurs difficile de savoir, quand on dit Europe aujourd'hui, si on parle de l'Europe politique, ce qui exclut un certain nombre de pays, comme la Suisse ou la Norvège, ou si on parle de l'Europe géographique. Mais en tout cas, si on parle de l'Europe politique, on voit bien, avec l'intégration mal pensée des anciens pays de l'Est, que l'Europe n'arrive pas à se penser. Elle n'arrive à se penser ni comme une force ni comme une faiblesse. Elle est dans un mélange d'arrogance et d'impuissance. Arrogance, quelquefois, en revendiquant ses grandes racines, en pensant qu'elle porte rien, mais impuissance aussi dès qu'il s'agit de prendre une position, que ce soit sur le climat ou sur les grandes questions internationales, sur les migrants dont on parlait à l'instant, avec des pays qui sont en train de remettre en question le droit à l'avortement, par exemple, qui nous semblait un acquis, des pays qui s'appuient sur une forme de fondamentalisme religieux. Il n'y a pas que des fondamentalistes islamistes, il y a aussi des fondamentalistes chrétiens. Et là, donc, cette Europe politique, elle est un échec. Et la repenser suppose probablement de transcender ce qui a été construit institutionnellement, par exemple l'absurde règle de l'unanimité pour les grandes décisions. Vous ne pouvez pas imaginer de mettre tout le monde d'accord, mais et parce que c'est finalement l'impuissance de l'Europe politique, c'est un peu l'impuissance des Nations Unies. On arrive à la même chose, c'est-à-dire qu'avec les pays qui ont des droits de veto, etc., finalement, toute décision courageuse et forte, prenons, je ne sais pas, l'exemple des Ouïghours, par exemple, en Chine, la situation des Ouïghours, mais ça pourrait être beaucoup d'autres, est condamnée à ne pas être votée. Donc, on réunit tout le monde, mais finalement, on ne peut accoucher que de principes très, très généraux. Donc, l'Europe peut-elle aujourd'hui se penser? Non, je pense qu'elle a vite ce réflexe que condamnait Derrida, qui est de se penser par rapport à l'autre. C'est-à-dire, au fond, d'être une Europe barricade. Faute de pouvoir se penser elle-même, c'est-à-dire se critiquer elle-même, se transformer institutionnellement, elle va dire le problème nous vient des autres et nous devons donc non pas bâtir des murs, on ne bâtit pas de murs, mais laisser couler des bateaux. Ou faire des mers, des murs. Faire des mers, des murs, effectivement. Alors, il y a une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que l'Europe, au fond, l'Europe rêvée des États-Unis d'Europe, n'est pas le ratage de son modèle des États-Unis d'Amérique?
on voit quand même, je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais on voit tout de même que le modèle, enfin celui décrit par Tocqueville, est parfois bien loin de la réalité. Hmm. Et donc que le modèle fédéral américain a ses propres limites, je crois, dont beaucoup de citoyens des États-Unis sont les premiers conscients. Mais ces modèles sont perfectibles et c'est sans arrêt cela qu'il faut se dire, c'est que les institutions sont une construction humaine et les institutions ne sont pas quelque chose d'intangible. Au fond, l'institution devrait, comme le droit, être à chaque moment repensée. Vous savez que Gilles Deleuze disait cette chose très juste, qui ce n'est pas le texte de loi qui compte, c'est la jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est au fond un peu la science des exceptions. C'est-à-dire qu'un cas singulier, un drame qui arrive, qui n'entre pas tout à fait dans le cadre de la loi, va peu à peu contribuer à faire bouger la loi. Et je pense qu'institutionnellement, pour l'Europe comme pour les États-Unis, on aurait besoin de ce type de jurisprudence. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, les difficultés que vous avez aux États-Unis au moment du dépouillement, pourraient inciter à une jurisprudence, après tout, dire que les conditions objectives se sont modifiées et qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on a fait comme cela depuis longtemps, qu'on le fasse éternellement. Une dernière question. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui entre dans le champ de notre conversation, j'allais dire plutôt orientée histoire des idées, mais est-ce que l'Europe doit encore bénéficier du parapluie protecteur américain? Je crois que l'Europe est très ambivalente par rapport à ce sujet. De temps en temps, elle a envie de dire nous sommes là, nous sommes puissants, etc. Et en même temps, on voit très bien que militairement, on reste très impuissant parce que être puissant militairement suppose de l'être politiquement. Il faut une volonté commune et partagée. On n'a pas envie d'une Europe belliciste, certainement pas, mais on a peut-être envie d'une Europe qui puisse participer à la sécurité du monde, ce qui est un peu différent. Les missions de paix militaire et ne pas laisser peut-être aux États-Unis cette responsabilité utilisée de manière plus ou moins heureuse dans les dernières décennies. Il est certain que la déstabilisation du Moyen-Orient, la déstabilisation fondamentale de pays comme l'Irak ou la L'Irak, Syrie, la mais Syrie, même pas mal d'autres pays, la Libye, l'Égypte, etc. Cette déstabilisation aurait dû nous concerner au premier chef parce qu'après tout, géographiquement, nous sommes tout proches et ça nous affecte très très directement, et nous le voyons d'ailleurs avec les assauts terroristes. Nous sommes directement liés à ce type d'événement. Donc voilà, l'Europe là a peut-être laissé un peu trop l'initiative et je reste persuadé, je sais qu'à l'époque, évidemment, ça avait été extrêmement controversé, mais je reste persuadé, toute considération politicienne mise à part, que ce que Dominique de Villepin avait exprimé à la tribune de l'ONU était véritablement porteur d'une pensée forte. C'est-à-dire déjà le courage de la dissonance. Dans un moment où il y avait un effet d'unanimité autour de l'ennemi désigné, qui était l'Irak, faire entendre une autre voix, créer un autre tempo, refuser la précipitation de l'action, et là s'appuyer sur l'histoire et la pensée. Et il est très clair, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques échanges de lettres entre Dominique de Villepin et Jacques Derrida, qu'on avait là, non pas du tout un conseiller du prince, parce que en plus Derrida n'était pas vraiment de ce bord-là, mais une sorte de communauté d'esprit ou déjà d'idées que la pensée peut servir à quelque chose. Or, nous le savons, et c'est un problème fondamental aujourd'hui pour nous, la pensée, c'est la complexité. La pensée, c'est la durée. Il y a un propos célèbre de Derrida par rapport à une interview où il commence en disant « si je peux faire plus d'une phrase », comme nous sommes en train de le faire ici, si je peux faire plus d'une phrase, c'est-à-dire entrer dans les nuances de quelque chose. Or, le temps des médias ressemble quelquefois au temps électoral, c'est un temps de rapidité, c'est un temps de formulation cinglante, simplifiante, et comment aujourd'hui redonner le temps de la pensée dans celui de l'action politique, dans celui d'un univers économique par rapport à tous les drames que nous recevons, et comment éviter que les intellectuels médiatisés, les intellectuels les plus célèbres, ne deviennent aujourd'hui de nouvelles figures de la pensée slogan, de la pensée simplifiante. Et je crois que ça, c'est un drame, parce que si l'intellectuel peut parfois contribuer à éclairer le débat, il ne peut le faire que si on accepte une chose, c'est la nuance et la complexité.
Merci Benoît Peters. Je rappelle que vous êtes le biographe. On pourra retrouver d'ailleurs l'ensemble de ces références dans un article que vous avez publié sur la question de l'Europe et des États-Unis autour de Valérie Derrida, Quelle Europe, dans un magazine en ligne qui s'appelle Diacritique. Donc je le signale puisque vous pourrez retrouver une bonne partie des réflexions que nous avons. Et beaucoup de citations Et plus beaucoup de précises que je citations, n'ai pu voilà, le faire ici. sur le site Diacritique. Merci encore. Merci à vous qui nous avez suivis et à bientôt, c'est-à-dire au début du mois de décembre, pour une nouvelle rencontre, un nouvel entretien, cette fois-ci avec le climatologue Jean Jouzel, qui viendra éclairer sur la position de l'Europe à l'égard du réchauffement climatique. Bonne soirée, à bientôt. Merci.